On va regarder cet exercice d'algèbre linéaire qui a été posé récemment à l'oral de Minpon en filière PC, mais qu'on voit quasiment tous les ans, et pas seulement à Minpon. On prend donc deux matrices A et B complexes, carrées, de même taille, et on suppose que le produit AB est une combinaison linéaire de A et de B. Et l'objectif est alors de montrer que A et B sont cotrigonalisables, ce qui signifie qu'on peut trouver une même matrice P inversible, telle que les matrices P-1AP, P-1BP, soient toutes les deux triangulaires supérieures. Alors notez qu'il existe une variante de l'exercice dans laquelle l'hypothèse est simplement AB égale 0, mais on va voir au cours de la résolution qu'en fait, il va y avoir plusieurs cas à traiter, et le principal cas sera celui-ci. Alors la première chose, ça va être de réécrire cette relation, en remarquant par exemple qu'il y a A qui peut se mettre en facteur là-dedans. Donc AB moins alpha A, ça se factorise par A. Ce qui fait que l'hypothèse qui a été faite dans l'énoncé se réécrit comme ceci. Donc A facteur de cette matrice égale alpha B, bêta B plutôt. Et ce qu'on va faire, c'est que là-dedans, on va faire apparaître la matrice B moins alpha identité. Comme ceci, donc on intercale alpha identité. Il reste ceci, et en prenant ça moins ça nous mène à cette factorisation. Donc alpha moins un multiple de l'identité fois, A moins bêta identité fois B moins alpha identité égale un multiple de l'identité. Et ce qu'il faut bien voir, c'est quand on parle de trigonaliser A ou B, c'est pareil de trigonaliser A et de trigonaliser ceci, puisque P-1 A bêta identité facteur de P, ça c'est la même chose que P-1 AP moins bêta identité. Évidemment, si cette matrice est triangulaire supérieure, alors celle-ci aussi, et réciproquement. Donc, ce qui fait que donc, trigonaliser ça ou ça revient au même. Et l'hypothèse du début aurait pu être AB égale un multiple de l'identité. Et la question qui va se poser, c'est est-ce que ce multiple est nul ou pas? Et on va commencer par le cas où ceci est non nul. Donc, le cas où alpha bêta est non nul. Donc le produit de ces deux matrices est un multiple de l'identité non nul. Donc c'est une matrice inversible. Donc forcément, ces deux matrices sont inversibles. D'ailleurs, ça nous donne même l'inverse de l'une de l'autre, puisque cette constante est non nulle. Donc ces deux matrices sont inversibles, et on peut même remarquer qu'en multipliant par l'inverse de cette matrice, donc A moins bêta identité, c'est alpha bêta fois l'inverse de cette matrice, et on peut isoler A en fonction de B. Et à ce moment-là, eh bien, on voit que si on sait trigonaliser B, on va savoir trigonaliser A. Plus précisément, si vous partez du principe que P inverse fois B fois P vaut une certaine matrice triangulaire comme ceci, alors quand vous retirez alpha fois identité, P-1 fois B moins alpha identité fois P, ça va donner la même matrice avec lambda 1 moins alpha, lambda n moins alpha sur la diagonale. L'inverse de cette matrice va être à son tour triangulaire supérieur. Donc, quand on multiplie donc par P moins 1 à gauche, P à droite, ça va donner quelque chose de triangulaire supérieur. Ajouter bêta identité, ça donne une matrice triangulaire supérieure. Et avec ça, on peut voir que P-1 à P, alors on peut même préciser ce qu'il y a sur la diagonale, il va y avoir B plus alpha bêta divisé par lambda 1 moins alpha, et les coefficients de ce type-là. Bref, sur l'hypothèse que le produit de ces deux matrices est un multiple de l'identité, et je me rends compte que j'ai oublié de partir du début. Pourquoi est-ce qu'une matrice P vérifiant ceci existe? Je vais quand même le rappeler. On est en train de travailler avec des matrices complexes. Leur polynôme caractéristique, c'est un polynôme complexe non constant. Il est scindé sur C. C'est une condition suffisante, nécessaire par ailleurs, mais ici on utilise le caractère suffisant pour que cette matrice soit trigonalisable. On prend donc une matrice P qui permet de trigonaliser B, et avec tous ces calculs, cette matrice P permet aussi de trigonaliser A.
Et ça termine le premier cas, le cas où alpha et bêta sont tous les deux non nuls. On va passer maintenant au cas où alpha ou bêta est nul. C'est-à-dire qu'on suppose donc que le produit A moins bêta identité, B moins alpha identité est nul. Comme on l'a dit, trigonaliser A ou A moins bêta identité, c'est pareil. C'est-à-dire que si on arrive à trigonaliser simultanément ces deux matrices, ça reviendra à trigonaliser A et B. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer l'hypothèse par AB égale 0. Et donc l'exercice devient si AB égale 0, montrer que A et B sont cotrigonalisables. Et on va démontrer ceci par récurrence. Et plus précisément, on va considérer cette assertion Hn qui est pour tout couple AB de matrice de Mn de C dont le produit AB est nul, il existe une matrice P inversible de taille n telle que ces deux matrices soient triangulaires supérieures. On va démontrer donc une propriété par récurrence. Et l'énoncé H1 est évidemment vrai puisque les matrices de M1 de C sont déjà triangulaires supérieures, elles ont un seul coefficient. Donc il n'y a absolument rien à démontrer, c'est très précisément ce qu'on appelle une assertion triviale. Donc passons à l'hérédité, je vais prendre un entier n et supposer que Hn-1 est vrai. On va prouver que Hn est vrai sous cette hypothèse. Pour ça, je prends donc deux matrices A et B de Mn de C, je suppose que A fois B vaut 0, et ce qui va nous permettre de nous ramener à des matrices de taille n-1, ça va être le fait suivant. Du fait que A fois B vaut 0, on va montrer que les matrices A et B possèdent au moins un vecteur propre en commun. Et donc pour cela, on va exploiter cette égalité qui nous donne que l'image de B est incluse dans le noyau de A. C'est d'ailleurs une traduction absolument équivalente à cette égalité. Et donc pour montrer qu'il y a au moins un vecteur propre en commun, on va traiter deux cas selon que cette image est réduite au vecteur nul ou pas. Si elle est réduite au vecteur nul, c'est que B est la matrice nulle. Et si B est la matrice nulle, tout vecteur propre de A va être aussi un vecteur propre de B, puisque tous les vecteurs sont des vecteurs propres de la matrice nulle. Alors vous me direz, encore faut-il qu'il existe au moins un vecteur propre, mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Le polynôme caractéristique de A est scindé sur C, donc A possède au moins une valeur propre, donc A possède au moins un vecteur propre. Donc dans le cas où B est nul, l'existence d'un vecteur propre pour A donne l'existence d'un vecteur propre commun pour A et B. Alors vous me direz, si B est nul, A et B sont cotrigonalisables, ce n'est pas un problème. Et ça, c'est bien vrai. Donc on va se placer maintenant dans le cas où B est non nul, et on va utiliser une technique dont j'ai déjà parlé dans une vidéo très récente, qui est de considérer l'endomorphisme induit par B sur son image. Si vous prenez U dans l'image de B, BU c'est dans l'image de B, parce que de toute façon BU c'est toujours dans l'image de B. Donc ça c'est un endomorphisme, et le fait que l'image de B soit non triviale, c'est un endomorphisme d'un espace vectoriel non trivial. Donc par le même raisonnement que ce que je disais pour A précédemment, il va y avoir au moins un vecteur propre. Alors je redis pourquoi. Le polynôme caractéristique de FB à 1 degré qui est égal à la dimension de l'image de B. Le rang de B, c'est strictement positif. Donc ce polynôme est scindé sur C, donc il possède au moins une racine complexe, donc au moins une valeur propre, donc l'endomorphisme possède au moins un vecteur propre. Et puisque X est dans l'image de B et qu'on a déjà mentionné plus tôt que l'image de B est contenue dans le noyau de A, ce vecteur propre X est un vecteur non nul dans le noyau de A, donc c'est aussi un vecteur propre de A pour la valeur propre 0. Et à ce stade, on a montré dans les deux cas qu'il y a au moins un vecteur propre commun aux matrices A et B. Et c'est ça qu'on va utiliser pour montrer l'hérédité. Donc je vais considérer x1, un vecteur propre commun à A et B. Alors je ne sais pas pourquoi il s'appelait x avant et maintenant x1. Ah oui, je l'appelle x1 parce que je vais le compléter en une base. x1 c'est un vecteur de l'espace vectoriel Mn1 de C, l'espace des colonnes. Par le théorème de la base incomplète, puisque ce vecteur est non nul, je peux le compléter en une base. Je note x
la matrice obtenue en prenant tous ces vecteurs colonnes et en les mettant en colonne. Donc c'est la matrice avec x en première colonne, etc. xn. Et c'est une matrice inversible puisqu'elle représente dans la base canonique de Mn1 de C une autre base. D'ailleurs, je dis une autre, c'est peut-être la même, mais en tout cas, elle représente une base. Donc ça fait une matrice inversible. Et ce que j'affirme, c'est que quand on effectue le changement de base, qu'on calcule x-1 à x et x-1 bx, les matrices obtenues sont de cette forme. Un certain coefficient en haut à gauche, une colonne nulle ici, une ligne quelconque, et là, une certaine matrice carrée. Donc je vais préciser un petit peu donc, la structure par bloc. Ici, c'est juste 1, ici, c'est n-1, et même chose dans l'autre sens. Et les matrices A1 et B1 ont un produit nul, ce qui nous permettra d'appliquer l'hypothèse de récurrence. Alors évidemment, ça, il va falloir quand même que je l'explique. Pour ça, quelques rappels sur ces histoires de changement de base. Quand on prend une matrice A carrée comme celle-ci, on peut lui associer l'endomorphisme canoniquement associé de l'espace des colonnes. Je rappelle en quoi il consiste. On prend un vecteur U, on l'envoie sur A fois U. Et si j'appelle E la base canonique de cet espace des colonnes, Mn1 de C, eh bien, la raison pour laquelle on appelle FA endomorphisme canoniquement associé à A, c'est que la matrice relativement à la base canonique, c'est exactement la matrice A. Donc ça, je ne vais pas détailler, hein. Ça, c'est dans le cours d'algèbre linéaire. Et qu'est-ce qui se passe quand on considère la matrice grand X? Eh bien, la matrice grand X, c'est la matrice relativement à cette même base canonique de la base x1, xn. Et cette base, je vais l'appeler x. Je ne sais pas faire un x. Allez, tiens, je vais pas me fatiguer, je vais l'appeler B, cette base. C'est pas très cohérent de l'appeler B alors que les vecteurs s'appellent x indice quelque chose. Mais comme je ne sais pas faire des x calligraphiés, on va dire qu'on fait les choses comme ça. Et donc à ce moment-là, en exploitant une formule de changement de base, la matrice x-1 à x, c'est la matrice relativement à la nouvelle base, à la base B, de l'endomorphisme F indice A. C'est-à-dire une matrice dans laquelle on représente les images de tous les vecteurs de cette base et on représente leurs coordonnées dans cette même base. Alors, je vais faire un petit peu de place parce que là on n'arrive pas à lire du tout, déjà que j'écris pas bien. Donc on regarde les images de ces vecteurs et on exprime leur décomposition dans cette même base. Et je rappelle que x1, c'est écrit ici, est un vecteur propre de A. Donc FA de x1 est égal à une certaine constante fois x1. Et par conséquent, quand on regarde la décomposition de ce vecteur dans cette base, il va y avoir le coefficient A en facteur de x1 et des coefficients nuls en facteur des autres vecteurs de la base. Et après, tout ça c'est a priori quelconque, mais ça nous donne bien une matrice de cette forme, triangulaire par bloc, avec un coefficient A en haut. Et le raisonnement que je viens de faire pour A, je fais exactement le même pour la matrice B, ce qui donne une décomposition de ce type. Alors on pourrait remarquer que petit a fois petit b, ça vaut 0. Et d'ailleurs, ça rejoint ce qu'on avait dit dans l'étude précédente. Mais en fait, on s'en moque complètement, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est qu'on a commencé à trigonaliser ces matrices-là en faisant apparaître cette colonne presque nulle. Et on a fait apparaître deux matrices A1 et B1 qui sont des matrices de taille n-1 dont le produit est nul. Alors pourquoi est-ce que le produit est nul? Eh bien tout simplement, le fait que A fois B soit nul nous donne que x-1 AX facteur de x-1 BX vaut 0 aussi, puisque ça vaut x-1 ABX, donc ça vaut 0. Et puisque ce produit est nul, quand on effectue le produit par bloc, on voit que grand A1 fois grand B1 vaut effectivement la matrice nulle de taille n-1. Je vais donc pouvoir exploiter l'hypothèse de récurrence Hn-1
qui donne l'existence d'une matrice P1 inversible de taille n-1, telle que ces deux matrices soient triangulaires supérieures. L'orthographe grammaticale ne sort pas grandi, mais j'ai essayé de sauver son honneur un petit instant. On peut à ce moment-là... Ah, désolé, l'orthographe est à nouveau souillée. Donc je vais maintenant augmenter cette matrice P1 d'un coefficient 1 pour créer une matrice de taille n inversible que je vais pouvoir multiplier par bloc avec ces matrices-là. Et là, je vous laisse vérifier les calculs. Quand on effectue ce calcul, c'est-à-dire qu'on multiplie A à droite par XR et à gauche par l'inverse de XR, on obtient une matrice de ce format, où ici, la matrice P-1 A1 P1 est une matrice triangulaire supérieure, ce qui va donc donner une matrice de ce type-là, c'est-à-dire une matrice triangulaire supérieure, et même chose pour B, ce qui prouve que A et B sont cotrigonalisables sous l'hypothèse que A fois B soit nul. À ce moment-là, on a montré que Hn-1 implique Hn, et ce pour tout entier n à partir de 2. On a initialisé la récurrence avec H1. On peut conclure par le principe de récurrence que pour tout n, l'énoncé Hn est vrai, c'est-à-dire que l'égalité AB égale 0 implique que les matrices A et B soient trigonalisables. Et si je reviens en arrière, c'est pas là, c'est là, et bien de la même manière, lorsque ce produit est nul, et bien ces deux matrices sont cotrigonalisables et on en déduit que A et B sont trigonalisables. Et ça conclut la résolution de cet exercice. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt sur Mathestival.